Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première, elle sera consacrée à l'apprentissage, à la natation. Pourquoi est-ce important aujourd'hui d'apprendre aux jeunes à nager? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Une thématique aussi importante vu le nombre de noyades un peu partout en Afrique, en l'occurrence chez les jeunes. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons cette fois-ci faire un focus un petit peu dans les marchés, dans les magasins ou encore dans des boutiques. On va parler de mode, mais surtout comment reconnaître la contrefaçon, comment reconnaître le bon produit du mauvais produit. Vous en saurez évidemment un peu plus en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau. Ce sont évidemment des jeunes passionnés des questions liées à l'actualité, mais surtout liées au continent. Il s'agit évidemment de notre habitué sur ce plateau, Stéphane, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. À côté de toi, une habituée également de Génération News, Féloria. Vous êtes dans l'informatique appliquée. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci. On a une deuxième journaliste sur ce plateau. Il s'agit évidemment de Alimatou, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à Génération News. Première participation. Très heureux en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. On va terminer avec une autre habituée des Génération News, Samantha, diplômée. Voilà, vous êtes diplômée. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, Samantha. Très heureux évidemment de te retrouver sur ce plateau. Deuxième participation. En tout cas, très heureux de te retrouver. Ravi d'être là ce soir. Les amis, nous allons tout de suite entamer la première problématique. Je parlais un petit peu de la natation, savoir nager. Pourquoi est-ce si nécessaire, voire essentiel pour les jeunes? Stéphane, je démarre avec toi. La première thématique, pourquoi est-ce important de savoir nager? Déjà, est-ce que tu sais nager? C'est la question. Évidemment, je sais nager parce que j'ai grandi à côté des eaux. Donc, naturellement, voilà, c'est venu tout seul. D'accord. Et pourquoi c'est important aujourd'hui de maîtriser un petit peu, d'avoir ces attributs-là, ces atouts-là, savoir nager? Savoir nager, c'est d'abord se sauver soi-même, mais également sauver son prochain. Parce que lorsqu'on sait nager, on peut se sauver des situations, mais également aussi sauver son prochain qui peut être dans des situations compliquées. D'accord. Donc, savoir nager, c'est se sauver d'abord soi-même. Et c'est sauver l'autre aussi. Et son prochain, voilà, en l'occurrence. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu savais nager, du moins tu sais nager. Comment l'apprentissage s'est-il déroulé? Comment ça s'est passé? Bon, pour mon cas, j'ai appris sur le temps, naturellement, vu qu'au quartier, voilà, on a une rivière, donc ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu, on va dire, l'apprentissage peut-être professionnel comme d'autres personnes. En général, on n'a pas le temps d'avoir quelqu'un que vous avez. Voilà, donc ça s'est fait naturellement étant petit, voilà, et après, voilà. Donc ça s'est fait naturellement en tout cas. D'accord. Sam, je te retourne la question. Est-ce que tu sais nager déjà? Est-ce que tu sais nager, ma chère Sam? Non, je ne sais pas nager. D'accord. C'est important pour toi d'apprendre à le faire ou pas du tout? Bon, c'est important, c'est très important d'apprendre à nager, mais moi je ne sais pas le faire parce que déjà, moi je pense que tout le monde veut apprendre à nager. Le problème c'est qu'on a, tout à l'heure que je parlais de phobie, ouais. On a un peu peur de l'eau, on a peur de la mort et tout, on ne peut pas s'approcher forcément de l'eau, en fait, de la mer, exactement. Voilà. Ouais. Mais c'est vraiment important d'apprendre à nager. Parce que toi, tu as une phobie de l'eau directement, quoi. Oui. Ok, mais du coup, quand tu vas à la plage, comment tu t'amuses, toi, en fait, avec Je reste très loin de l'eau. D'accord. Tu vas pas avec le seau, avec un seau, tu prends de l'eau. D'accord. Tu restes très loin de l'eau, exactement. Oui. Alimatou, évidemment, un tour de table. Déjà, est-ce que tu sais nager? Et pourquoi cette discipline sonne comme une importance aujourd'hui chez les jeunes? Apprendre à nager, selon toi? Alors, déjà, non, je ne sais pas nager. D'accord, tu n'es pas seul, visiblement, parce qu'il y a Sam, et moi aussi, je te rassure, franchement, je ne sais pas nager. Voilà, donc oui, je te laisse poursuivre. Alors, nager actuellement, c'est une chose qui est devenue essentielle, en fait, plus qu'importante d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est une question de survie, d'une certaine manière. Après, nous n'avons pas tous peut-être le temps, peut-être certains ont la phobie, comme l'a souligné Sam. Peut-être simplement, c'est une question de phobie également de la part des parents qui ne nous laissent pas vraiment approcher des cours d'eau afin d'apprendre à nager. Et ça, c'était le cas pour toi? C'était le cas, effectivement. D'accord. Mes parents n'ont pas vraiment adhéré à l'idée de me laisser apprendre par moi-même.
sans une aide professionnelle. Donc, je m'en suis retenue là. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de changer tout ça? Déjà dans la famille, est-ce qu'il y en a qui savent nager? Ou bien toute la famille, en l'occurrence tes frères, tes sœurs, sont comme toi? Personne ne sait évidemment comment ça se passe pour s'en sortir lorsqu'on est dans évidemment une situation compliquée. Qui sait nager à la maison? Alors, étant des garçons. Ok. Donc, tes grands frères. Voilà, mes grands frères. Je pense qu'ils ont eu un peu plus de liberté, un peu plus de flexibilité de la part de nos parents. Ils ont eu à apprivoiser l'eau, à s'approcher, donc tous savent nager. Après, pour les filles, c'était pas ça vraiment, parce que j'ai juste suivi l'exemple en fait. Donc, il n'y a que les garçons qui savent nager à la maison. D'accord. Mais bon, pour apprendre, disons que je me dirais pourquoi pas, surtout en cette période. Je suis jeune, je voudrais bien m'amuser à côté des cours d'eau. Mais la possibilité, on se dit pourquoi pas. Si on a vraiment la possibilité d'apprendre à nager, on s'y jettera. D'accord. Et du coup, tu es allé voir tes frères pour demander des cours gratuitement? Non, pas vraiment. Ce n'est pas encore nécessaire pour le moment? C'est pas une question de nécessité. Plutôt, disons plutôt qu'ils n'ont pas vraiment le temps à accorder à cela. Ça viendra naturellement. Ça viendra naturellement. D'accord. Ils s'appellent comment? Alors, ils sont 3. D'accord. Il y a Abdelaziz. Ok. Il y a Mohamed Lamine et il y a Pape Ibrahim. Et les 3 savent nager? Ils savent nager. Bon, s'ils donnent des cours volontiers, je suis le premier élève. Féloria, évidemment, en tour de table par rapport à la thématique, savoir nager, est-ce que c'est le cas pour toi ou bien tu t'inscris dans ce cercle très ouvert des personnes qui ne savent pas nager? Et puis je pense que voilà, Alimatou, c'est la présidente du club, des personnes qui ne savent pas nager. Je ne sais royalement pas nager. D'accord. Ça va, donc on souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le club alors, Féloria. Oui, mais est-ce que ne pas savoir nager, ça a été quelque chose de volontaire ou bien tu te dis, bon, à l'image un peu de Sam et de Alimatou, la phobie de l'eau, mais surtout le fait que en fait, les parents étaient un peu protecteurs dans ce sens-là, où on ne t'a pas laissé te rapprocher un peu des cours d'eau, à l'image de Stéphane qui lui a appris dans le tas. Voilà, c'est ça. Sam, c'est mieux. Sam, c'est de la phobie. Alimatou, c'est peut-être la protection des parents, mais moi, c'est peut-être le manque d'opportunités. Ça veut dire que j'ai grandi dans un lieu qui était très loin des cours d'eau et tout ça. Mais mes parents n'étaient pas fermés. Jusque moi, j'ai pas eu l'opportunité d'habiter ou bien de grandir à côté de cours d'eau. Mais quand j'ai grandi, j'étais dans un lycée qui était juste en face de la mer. Et donc là, certaines fois avec mes amis, on allait, mais franchement, j'arrivais pas à aller plus loin. Donc je prenais les petites vagues qui arrivaient et puis je me gérais avec, c'est tout. Aujourd'hui, il est nécessaire de pouvoir nager. Pourquoi? Prenons le cas d'un pays en Afrique centrale, je pense le Gabon, où je crois 2 mois en arrière, il y a eu le naufrage. Les personnes qui se sont sauvées, ce sont les personnes qui savaient au moins se nager. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir au moins apprendre peut-être les bases de la natation ou de la nage. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un truc essentiel pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Voilà, parce que étant jeune, quand on regarde un peu nos différentes plages, ils sont remplis des jeunes. Voilà, donc il est quand même essentiel pour nous de pouvoir apprendre à nager étant jeune, mais également sauver nos mamans, nos papas, parce que aussi ils font partie de notre société. Donc apprendre à nager aujourd'hui devient vraiment une nécessité pour nous les jeunes quand même. On parle de l'apprentissage à la nage. Aujourd'hui, Samantha, on l'a également souligné, je l'ai souligné dans mon introduction. Je pense que Alimatou également a survolé un petit peu le sujet. C'est le cas, on va dire, cette flopée de noyades aujourd'hui un peu partout en Afrique. Le Sénégal n'est pas bien sûr épargné par ce phénomène triste. Il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement perdent la vie à cause de effectivement la noyade. Donc l'absence évidemment de l'apprentissage de cette pratique-là, la nage. Aujourd'hui, on a un peu instauré, l'État a décidé d'instaurer un peu des maîtres nageurs, c'est-à-dire des personnes là, des adultes qui sont là et qui veillent, qui surveillent un petit peu en cas et qui réagissent en cas de danger. Qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative? Bon, c'est très important. Déjà moi, s'il y a des maîtres nageurs, bon, si déjà ils acceptent de m'aider pour
pour ma peur, concernant ma peur et tout, je pourrais apprendre à nager. Mais sinon, là, comme ça... Bon, en fait, les maîtres nageurs, ils sont pas là pour vous apprendre à nager. Hein. Ils sont là la peur pour de l'eau, voilà, intervenir en cas de petits dangers, de petits bobos, quoi. Mais je pense qu'ils peuvent aussi nous apprendre à nager, c'est ça? Bah oui, à part si ça devient des cours particuliers qu'il accepte de donner. Un moniteur. Ouais, fait un moniteur, quelqu'un qui va t'apprendre à nager. C'est d'abord un problème personnel. Il faut d'abord que je règle ce problème-là de l'eau. Et ensuite, je pourrais apprendre. Mais sinon, j'ai vraiment envie d'apprendre, mais c'est juste la peur en fait. D'accord. Et du coup, on parle, moi je m'accroche à la thématique Alimatou, on parle de essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas? Est-ce que avec le regard, tu es jeune, tu as des amis qui sont dans la même tranche d'âge que toi, qui fréquentent des plages également. Est-ce que parfois tu as un petit peu celle qui joue, on va dire, celle qui essaie un petit peu de moraliser les autres, d'essayer un peu d'installer une forme d'une prise de conscience auprès de tes jeunes frères ou sœurs en disant écoutez, la plage c'est bien, mais si on n'a pas les aptitudes à s'en sortir, c'est pas peut-être nécessaire d'aller s'amuser dans ces endroits-là. Comment ça se passe en général quand on vient vers toi te proposer une sortie à la plage, et sachant que évidemment tu es comme moi, tu es comme nous ici sur ce plateau, sauf Stéphane, savoir nager c'est pas une option chez toi? Alors écoutez, en cette période estivale déjà, en cette période de forte canicule, les plages affluent de jeunes qui viennent de partout. Donc moi je suis originaire de Mbour, je tiens à le souligner. D'accord, une région du Sénégal, on le rappelle, Une ville de Thiès. Une ville de Thiès, ouais. Alors là-bas c'est au niveau de la Petite Côte, donc il y a énormément de jeunes qui viennent au niveau de la plage. Malheureusement, on ne s'en tire pas toujours indemne. Généralement, il y en a un. Il y a toujours des pertes en vie. Quoi. Mais heureusement, il y a 2-3 personnes qui ont connu la mer ou bien qui ont eu à faire des études par rapport à ça et qui arrivent à sensibiliser les jeunes, les plus jeunes. Parce que c'est vraiment quelque chose de catastrophique de perdre un ami, surtout dans la fleur de l'âge, à cause d'un incident comme une noyade. Donc, heureusement, il y a 2-3 grands frères qui sont toujours là, prêts à être écoutés, prêts aussi à donner des conseils et à nous faire savoir où aller, les zones à ne pas dépasser, parce qu'eux, ils maîtrisent mieux la zone que nous en fait. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, si je devais aller en sortie avec des amis, je pense que je resterais juste... pas vraiment à l'écart, je pourrais entrer dans l'eau, mais je ne dépasserai pas une certaine distance en fait. Parce que, bon, c'est pas la phobie, mais je connais les risques en fait. Et vu que je ne sais pas nager, je ne suis pas vraiment un poisson, donc je saurais gérer la chose et surtout conseiller les plus jeunes ou bien les moins avisés. D'accord, évidemment, je pense que peut-être que tout le monde gagnerait à aller dans cette démarche-là pour peut-être ralentir un petit peu le taux de noyade chez les jeunes qui ne cesse malheureusement d'augmenter sur le continent. Féloria, je me tourne vers toi. On parle aujourd'hui de l'apprentissage, le côté un petit peu essentiel, mais est-ce que quelque part c'est culturel? Revenons un petit peu à la culture aussi, parce que ça c'est important. En Occident, on a l'impression que c'est un leg. Il y a toujours un peu papa qui est derrière ou maman qui est derrière, qui apprend un petit peu. Très tôt, on pousse même déjà le petit ou la petite dans la piscine pour voir comment elle va se débrouiller et tout le reste, avec les images ont tendance à choquer. Moi, j'ai souvent du mal un petit peu quand je tombe sur ce genre d'image-là. Est-ce que quelque part, c'est culturel aussi? Le fait qu'en Afrique, savoir nager, on a l'impression que bon, voilà, c'est pas vraiment utile, contrairement en Occident. Est-ce que c'est culturel quelque part aussi? Ouais, je pense que c'est culturel. Les Européens, ou bien, on va dire, enfin, les Occidentaux, ils ont cette facilité-là à pousser leurs enfants, comme tu viens de le dire, à aller à la piscine, aller en mer. Moi, j'ai vu des vidéos sur Facebook où des bébés de 6 mois ou 9 mois, on les mettait juste dans de l'eau comme ça, il fallait qu'ils remontent tout seuls. Mais quel parent africain va faire ça? C'est culturel. Vraiment, nous, chez nous, on a cette protection-là. Déjà, on n'arrive pas à laisser notre enfant dormir seul dans sa chambre. On veut toujours le garder avec nous. Donc, c'est franchement difficile pour des parents africains de laisser l'enfant partir comme ça dans de l'eau, sachant qu'il peut mourir, il peut ne pas revenir. Il y a toujours cette pensée-là. Donc, je pense que c'est culturel, oui. Il y a un blocage. Stéphane, tu veux ajouter un truc? Oui, je prends pour mon cas. Moi, j'ai grandi dans une région où il y avait les eaux autour, précisément dans le globe de la Koulamoutou. Donc, c'était naturellement. Lorsque j'expliquais tantôt dans mes anciens propos que on n'a pas pris ça par maître nageur, non. C'est venu naturellement parce qu'au quartier, les enfants, voilà, c'était, on va dire, on s'amusait. Et par la suite, c'est venu tout doucement, voilà, et par la suite, voilà. Après, peut-être, on n'a pas les aptitudes on va dire quoi,
d'un sauveur professionnel. Ouais, d'un maître nageur. Un maître nageur, très bien. Mais avec les petites bases que j'ai, je peux m'en sortir lors d'une noyade où je peux m'en sortir. Ouais, mais est-ce que du coup, tes parents t'interdisaient d'aller à la rivière, par exemple Ah bah oui, ouais, j'étais têtu, hein. Franchement. Ah bon, voilà. Oui, j'étais têtu. Franchement, j'étais têtu. Ouais. Les parents interdisaient toujours, mais on trouvait toujours le moyen de pouvoir y aller. Voilà. Et vous connaissez un peu les jeunes garçons. Ouais. Voilà, on est très têtu lorsqu'on est adolescent, donc malgré qu'on t'interdit, écoute, voilà. Ouais, parce que en Afrique, on a l'impression que plus on t'interdit, plus ça te pousse à y aller. Oui, Féloria, tu veux... Et donc, par rapport à ce qu'il a dit, si on voit bien ceux qui sont allés à la nage dans des rivières et tout ça, c'était pas avec l'accord de leurs parents. Moi, j'ai des exemples des amis qui savent nager, mais ils disent que non, ils ont pris des bastonnades parce que quand ils reviennent mouillés, les parents... des corrections, ils ont été corrigés par les parents. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment pas avec l'accord des parents. Nous, Africains, on est vraiment conservateurs. On est vraiment... on a peur. On veut pas laisser nos parents... Et peut-être que ça nous handicape quelque part. Par rapport à la flexibilité des parents, je pense qu'elle me rejoint. En fait, c'est vraiment quelque chose de culturel. Hein. Quand on voit les vidéos de bébés vraiment à bas âge, qu'on met dans des moi, à chaque fois, j'ai honte. Parce que je me dis, il y a un gamin qui arrive à nager. Effectivement. Mais on a un peu peur parce que quand on voit un peu... Moi, quand je regarde ce genre de vidéos avec des amis, je leur dis, écoute, il y a des bébés de 6 mois et je ne sais pas faire ça. C'est honteux. Après, bon, faut savoir que... Disons que les Occidentaux, peut-être, ils n'ont pas autant été confrontés aux noyades ou bien aux tragédies auxquelles nous avons été, comment dirais-je, auxquelles nous avons fait face. Par exemple, nos parents, ce qu'ils ont vu et ce qui a amené ce côté protecteur, surprotecteur plutôt même. Les parents occidentaux, peut-être, eux, ils peuvent vous laisser aller où bon vous semble, profiter et tout. Je ne pense pas que pour les parents africains, ça soit quelque chose de péjoratif. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Ils nous protègent parce qu'ils ont déjà vécu certaines réactions ou bien certaines réalités. Après aussi, parfois, ils peuvent laisser un peu de laisse. Ça ne fait pas de mal d'apprendre par soi-même. Bon, je reviendrai toujours sur mon exemple. Peut-être aujourd'hui, c'est un handicap. Quand je vais quelque part et que tous mes amis qui ont peut-être eu un peu plus de... Mais eux, ils savent nager et que toi, tu es en retrait un petit peu. Ils peuvent aller en profondeur. Moi, je vais rester et les attendre parce que je ne sais pas et je ne prendrai pas le risque. Donc, c'est peut-être quelque chose de culturel. Je rejoindrai sur cette idée-là. Et en restant sur la culture, est-ce que ça veut dire que quelque part, ça risque d'être un peu plus compliqué? Est-ce que demain, on aura, parce qu'on est appelé à être parents demain sur ce plateau, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et si on n'a rien reçu, est-ce que ça veut dire que demain aussi, nos enfants peuvent être... non? Ou bien on va les inscrire dans des centres? Sam? Mais vu qu'on sait que c'est important maintenant, forcément, on va peut-être... on va leur laisser la possibilité d'apprendre. D'accord. Toi, tu peux corriger ça dans ce sens-là? Oui. C'est-à-dire, demain, quand t'es maman, tes enfants, allez, tout le monde à la piscine. Parce que quand j'étais un peu plus petite, mes parents me disaient que je savais nager. C'est en grandissant, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Sam? Elle vient d'où, cette phobie de l'eau, justement? Un jour, j'étais dans une piscine. D'accord. Et il y a une fille qui a plongé ma tête dans la piscine au moins pendant 1 minute comme ça, avant de me lâcher. Donc, c'est depuis ce jour-là. Elle s'amusait. Bon, d'accord. Elle n'avait pas des intentions... Non, justement, c'est ça, je crois. D'où la question. Moi, je voulais savoir d'où vient cette phobie de l'eau. Ça part de quelque chose. C'est pareil, par exemple, quand je dois laver mes cheveux. Quand on verse de l'eau sur ma tête. Non, c'est pas... Voilà. D'accord, ok. Oui, Steph, je voulais revenir un peu sur vos propos. Ben, allez-y. On ne peut donner que ce dont on a reçu. Bien sûr. Après, il serait difficile de pouvoir retranscrire ce que tu as reçu à ton enfant si tu n'as pas, on va dire... Voilà, si tu n'as pas les bases. Donc, moi, je pense que pour les générations futures, ça sera très difficile. Ouais, Steph, c'est vrai que ce que tu disais, Stéphane, c'est très intéressant. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et donc, l'inquiétude est là un peu pour la future génération. Si papa n'a pas appris à nager, maman aussi. Bon, évidemment que c'est vrai que vous allez me dire qu'aujourd'hui, on a des moniteurs, on peut facilement mettre tout le monde à la piscine. Mais là encore, c'est un budget qu'il faut prévoir, mon cher Stéphane. Ah ben oui, c'est ça en fait. Comme je disais, ça sera très difficile. Parce que, en général, on est toujours inspiré par quelqu'un. Ouais. Le plus souvent à la maison, voilà, si quelqu'un a fait la natation ou quelqu'un sait nager, on s'inspire de cette personne pour pouvoir... Ça n'a pas été le cas pour toi? Ou bien à la maison, tu t'es inspiré de quelqu'un, le grand frère, la grande sœur? Bon, pour moi, c'est un cas un peu à part parce que, étant jeune, les jeunes déjà... T'inspirais déjà? Voilà, c'était tes amis t'inspiraient déjà? Ouais. Inconsciemment, je l'ai fait. Et par la suite, j'ai grandi avec ça, donc je peux me retrouver
dans une plage, je pourrais m'en sortir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Oui, Fédorine. Moi, je pense que nos enfants seront beaucoup plus ouverts par rapport à ce sujet-là. Ouais. Par exemple, moi, mon cas, le fait que je n'ai pas fait de la natation ne vient pas du fait que mes parents avaient peur ou bien ne voulaient pas, mais c'est du fait qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de m'assurer ça. Donc les personnes modestes ont cette manière de voir les choses du fait que je ne peux pas aller quelque part parce que là-bas c'est cher. C'est vrai. En tant moi, je sais que j'aurai les moyens, donc je vais donner à mes enfants ce que moi je n'ai pas pu avoir. Ouais, ça veut savoir nager. Voilà, savoir nager. C'est le plus beau cadeau que tu pourras offrir à tes... Pas le plus beau cadeau, mais c'est... L'un des plus beaux cadeaux. Voilà. Mais c'est déjà bon, c'est très bien déjà. Au moins tu corriges quelque chose. La nage, c'est pas seulement pour des cas atroces comme la mort, mais il y a aussi le fait de s'amuser, aller dans de l'eau, profiter avec ses amis. Ouais. Il faut leur offrir ça. Maintenant, après, il y a un surplus, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux sauver une vie après. Donc, mais c'est premièrement d'abord s'amuser. Alors, il y a un autre par rapport justement à ça, c'est-à-dire la nage, tout ce qui tourne autour. Au Rwanda, et je pense que le Sénégal aussi est dans cette optique-là, en fait, on parle du bénévolat. Il y a des gens qui apprennent les gestes de premier secours gratuitement. Est-ce qu'aujourd'hui, le constat qu'on a, c'est que malheureusement, les jeunes ne sont pas attirés par ces formations gratuites. Pourquoi, selon toi, Alimatou ? Eh bien, vous avez déjà dit le mot essentiel, c'est gratuit. J'aimerais pas que ça soit mal vu, mais on aime l'argent. D'accord. On aime l'argent. Bon, je ne parle pas de mon cas, mais je généralise seulement. Pour plusieurs jeunes, même s'il s'agit d'un bel acte, aller faire quelque chose vraiment sans pour autant recevoir de l'argent, alors qu'ils peuvent aller, pendant ce temps-là, ils peuvent consacrer leur temps à quelque chose qui va leur générer de l'argent. Ouais. Écoutez, il n'y a pas photo pour la plupart des gens. D'accord. Même si... en fait, il faudrait que ça soit conditionné. Voilà. D'accord. En fait, la plupart d'entre nous, moi personnellement, je pourrais le faire sans pour autant attendre quoi que ce soit, de l'argent ou une quelconque récompense. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que si un jeune aujourd'hui se lève, il va à la recherche d'un potentiel gagne-pain. Donc quand on lui propose quelque chose qu'il fait volontairement, sans rien attendre, écoutez, on va forcément décliner. Même si ça s'avère être quelque chose qui serait autant bénéfique pour nous que pour notre communauté. Parce que si on se dévoue à aider les autres en essayant d'apprendre les premiers gestes de secours, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, honnêtement. Si on a le temps, il faut s'y consacrer. Ouais. Si on a la possibilité, il faut s'y consacrer parce que c'est un don de soi à la communauté. Mais comment changer tout ça? C'est très pertinent ce que tu viens de dire, ma chère Alimatou. C'est vrai que beaucoup sont un peu conditionnés par l'appât du gain, l'argent en l'occurrence, mais à partir du moment où on a des formations qui peuvent sauver des vies, comme tu l'as dit, c'est un apport personnel, mais surtout pour la communauté aussi. Comment changer la donne? C'est-à-dire comment aujourd'hui convaincre un jeune Sénégalais, africain lambda à aller vers ces formations gratuites? Eh bien, la première des choses à souligner, en fait, c'est le changement de mentalité. D'accord. Nous avons des mentalités différentes. Toute personne a sa propre mentalité et sa propre vision des choses. Après, ce sont ces différentes mentalités que nous devons regrouper pour un seul et même objectif. C'est dire que tous les jours, ce n'est pas gagner de l'argent qui fera notre bonheur. Notre bonheur, nous pouvons l'acquérir aussi en aidant les autres gratuitement, sans rien attendre en retour. Exactement. Donc, si nous marchons avec cette mentalité, je pense que cela pourrait éventuellement faire avancer les choses par rapport au bénévolat qui concerne la natation, mais également énormément de choses outre. Parce que ça serait vraiment intéressant de se dévouer, de se donner. Et ça, c'est grâce à la sensibilisation qu'on pourrait gagner ça. Exactement. Si moi, aujourd'hui, j'ai eu cette connaissance du bénévolat que Stéphane ou bien Féloria n'a pas et que je leur transmets ça en leur montrant par des gestes, pas seulement la parole, ça pourrait leur être bénéfique. Ça pourrait les aider à changer de mentalité, à ne plus voir seulement l'argent, mais aussi le don de soi. Exactement. Donc, le don de soi. La sensibilisation, ça prime. Ouais, la chute, elle est belle. Voilà. Le don de soi, c'est ce qui manque malheureusement un petit peu. Les amis, nous arrivons bientôt au terme de cette première partie d'émission. Samantha, j'ai besoin d'avoir aussi ton avis par rapport à ces formations gratuites sur les gestes les secours, enfin les gestes de premier secours. Comment ça se passe? Comment tu apprécies justement l'initiative? Bon, c'est une très belle initiative, mais moi, c'est toujours concernant la natation. Ouais.
disons... En fait, toi, j'ai l'impression que pour Samantha, le gros travail à faire, c'est de commencer peut-être à consulter, enfin voir un psychologue qui va peut-être t'aider à te débarrasser un petit peu de cette peur. Et ensuite, à partir de là, je pense qu'on sera totalement libre. Mais pour le moment, comment ça se passe justement? Est-ce que si aujourd'hui, Alimatou ou bien Féloria ou Stéphane, ces personnes arrivent à te faire une proposition d'aller t'amuser à la plage, comment tu réagis? D'ailleurs, je t'invite. Ah ouais, du coup, comment tu déclines tout de suite ou bien on te rassure, on vient avec une petite bâche pour toi et tout ça? En fait, moi, ça ne me dérange pas d'aider les gens. Je peux aider les gens, mais si je vois que je suis dans une incapacité d'aider, ça me ralentit en fait. Donc, si par exemple quelqu'un ici m'invite, je vais y aller, mais je ne vais pas aller peut-être au bout, quoi, dans l'eau et tout. Tu vas te contenter de profiter, mais voilà, de très loin, en fait. D'accord, les amis. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite faire immersion un peu dans des marchés ou encore dans des endroits un petit peu fermés liés à l'art culinaire. On va parler de la contrefaçon. On a tous été déjà un petit peu, les amis, sur ce plateau, confrontés à une telle situation. On voit un produit en ligne ou bien dans un magasin, on se dit « Ah tiens, c'est super intéressant ». Et quand on achète, dis donc, c'est très loin de la réalité. Est-ce que ça a déjà été le cas pour toi, Sam? C'est-à-dire de recevoir un produit contrefait? Oui, déjà, moi, je fais de l'acné hormonal. D'accord. Donc, j'étais allée voir un... De l'acné hormonal? Oui. Comment ça se passe? Explique, on veut comprendre. En fait, c'est dû aux hormones. Tu peux avoir des boutons pendant une certaine période et puis après, ça change. Si, par exemple, tu stresses, tu as des boutons. D'accord. Bon, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu travailles là-dessus. En fait, tu proposes des produits... Non, ok. En fait, j'étais allée voir un dermatologue qui m'avait dit que je faisais de l'acné hormonal. Il m'avait prescrit un médicament et je ne trouvais pas le médicament ici. Donc, j'ai dû le commander ailleurs. Quand le produit est arrivé, je l'ai utilisé pendant au moins 1 à 2 semaines. J'ai eu plein de taches sur le visage partout et sur le dos. D'accord. Donc, après, ça fait peut-être 6 à 7 mois avant de partir. Là, j'étais repartie voir le dermatologue qui m'a prescrit un autre médicament que j'ai dû acheter ici sur place. Parce que j'étais déjà déçue avec... la première commande, évidemment. Et c'est après que j'ai vu qu'on pouvait trouver ce médicament-là dans les grandes surfaces ici. Mais vraiment, je ne pense pas que ce soit... Et comment tu as réagi face à ça? Je veux dire, comment tu as réagi tout de suite quand tu as su que ce n'était pas le bon produit et qu'en fait, on t'avait livré une contrefaçon? Bon, en fait, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien dire. Vu que j'allais à l'école, j'avais plein de taches sur le visage et c'était pendant la période du Covid. Ouais. Vu qu'on avait des masques, moi, ça m'aidait. Je n'enlevais jamais mon masque parce que sinon, on voyait toutes les taches et tout ça. Donc, durant toute la période du Covid, là, j'ai essayé de régler ça, de me soigner et tout pour que ça puisse partir petit à petit. Mais là, ça va quand même. Bah, ça va mieux, on te rassure. Hein. Ça va mieux, ma chère Samantha. Alimatou, du coup, on va peut-être définir un peu les mots-clés. Qu'est-ce que tu entends déjà, toi, personnellement, par contrefaçon et comment, justement, pour nous accrocher à notre thématique, comment reconnaître un produit contrefait? Alors, déjà, comment tu y arrives, toi, personnellement, à reconnaître un produit contrefait? Bon, j'aimerais déjà commencer par ça, parce que j'ai déjà été, je vais dire, touchée, confrontée par ce fléau qui est devenu une tendance, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Mais il y a même un marché de la contrefaçon. Voilà. Donc, ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, bon, j'y ai déjà été confrontée en achetant un sac Louis Vuitton. D'accord. Mais un sac qui... Au premier abord, était vraiment magnifique. Et à la commande, écoutez, ça... Non, c'était pas le même sac. C'était du n'importe quoi. D'accord, évidemment. Est-ce que ce soit un sac Louis Vuitton, Zara ou bien évidemment... Quelle puisse être la provenance. Après, on est sûr qu'on sera déçu en fait. Ce sont les sentiments que l'on a. C'est la déception, la frustration, la colère. Déjà, le produit, peut-être, on ne peut pas le rendre. On peut pas le... Bon, après ça dépend parce qu'il y a des services qui ont mis en place tout ce qui est réclamation. Oui. Donc évidemment, on pouvait toujours... Bon, pour ces services-là, c'est parce qu'eux, ils connaissent leurs produits et qu'ils ne sont pas dans, disons... dans la contrefaçon, dans l'illégalité. Ils ne sont pas, parce que dès qu'on te propose un produit
contrefaits, tu sais que ces gens-là, ils ne sont pas dans les normes. Donc, pour les joindre après et pour remettre le produit, là, c'est tout un problème. Tu préfères garder et gérer ta frustration jusqu'à pouvoir acheter autre chose. D'accord. Après, pour ma part, définir la contrefaçon, je dirais simplement que c'est le faux du vrai. Voilà. C'est tout simplement ça. Pas besoin de sortir de grands mots. C'est tout simplement du faux. Ouais, comme on a tendance à l'appeler du fake en fait. Tu t'attends à quelque chose et on te donne autre chose qui n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. D'accord. Voilà. Et du coup, comment toi t'arrives à reconnaître ça, Féloria? Ou bien du coup, tu te laisses un petit peu abuser comme tout le monde sur ce plateau? Parce que moi aussi, ça a été déjà le cas. Tu commandes une montre et quand ça arrive, bah voilà, c'est très loin de ce que tu avais évidemment vu sur Internet ou bien dans la boutique. Comment toi, aujourd'hui, t'arrives à reconnaître un petit peu un produit contrefait? Ou bien c'est difficile pour toi? Bon, ça dépend de l'article. D'accord. Il y a des articles juste à la vue, tu peux savoir que c'est contrefait. Il y a des articles comme des produits cosmétiques, c'est à l'utilisation que tu vas savoir que c'est un produit contrefait. Donc c'est soit la vue, soit le toucher aussi. Si c'est un vêtement, juste à la matière, tu connais les différents composants de l'article. Au toucher, tu peux savoir que c'est pas du coton, c'est pas de telle matière. De la soie ou bien... ok, d'accord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous prenne du temps, mesdames, quand vous allez faire des courses, par exemple? Vous avez le temps de regarder tout ça, de vraiment de toucher, d'observer, Féloria? Oui, surtout moi, les crèmes. Enfin, j'ai utilisé beaucoup de crèmes. Le package déjà est complètement différent, c'est pas le format, mais il y avait que ça. Donc je me suis dit bon, ok, je vais tester. Et à l'utilisation, déjà je suis noire, mais je suis devenue plus noire que ce que je suis. D'accord. Donc là, j'ai compris que non. C'était de la contrefaçon. Stéphane, je te pose la question également. C'est vrai qu'on dit que en ce qui concerne les baskets aussi ou les chaussures dans la mode, évidemment qu'on va pas citer des marques, mais est-ce que comment toi tu arrives facilement à reconnaître évidemment une très belle basket, enfin une basket supposée être l'original à une contrefaçon? Alors, il y a un mot qu'il faut déjà avoir, la vigilance. D'accord. Il faut être très, très vigilant. Pour nous, les garçons, les hommes en tout cas, en ce qui concerne les baskets, le plus souvent, lorsque moi j'y vais au marché, j'enlève la languette. Quand j'enlève la languette, il y a la description, non seulement de l'entreprise, mais également de la description de la chaussure. Dans la provenance aussi. La provenance, tout ça. Donc, il faut être très attention parce que lorsqu'on achète une chaussure, à vue d'œil, tu peux te dire, c'est l'original, mais après, on va dire quoi, 2 ou 3 jours, tu te dis, bon, là, vraiment, voilà, donc il faut... Voilà, très bien. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Parce que nous n'oublions pas, les amis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des contrefaçons qui sont tellement bien réalisées. Oui, mais il y a les détails qui ne peuvent pas tromper. D'où la thématique, dont on est curieux. On veut savoir quels sont les détails, mon cher Stéphane. C'est pourquoi il faut être vigilant, parce que, sur la parole, quand je ne peux pas vous dire, il faut prendre l'article. Par exemple, tu as le contrefait et l'original, tu prends maintenant, il y a des éléments qui passent inaperçus. D'accord. Voilà, surtout pour les chaussures. Soit tu regardes en bas de la languette, tu verras que... Le logo de la marque, par exemple. Le logo de la marque, voilà. Soit il y a un truc qui est mal écrit. Voilà, il y a un truc qui est mal écrit. Un N ou bien un Justement, N c'est pourquoi j'ai parlé de la vigilance. Lorsque tu achètes une chaussure, il faut être très, très, très vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile, même franchement. C'est très justement, difficile. Mais comment vous y arrivez, mesdames? C'est vrai qu'aujourd'hui, Stéphane, pour les hommes, il nous a donné un peu une technique, facilement, pour reconnaître en ce qui concerne les baskets. Parce que malheureusement, les baskets, c'est un peu, on va dire aujourd'hui, on a un peu de la contrefaçon et c'est tellement drôle parfois de voir quelqu'un avec une basket et tu dis, ah non, mais est-ce qu'il sait que c'est pas la bonne? Mais bon, écoutez, c'est un peu compliqué. Du coup, pour vous, mesdames, comment ça se passe dans le domaine de la mode? Tout à l'heure, tu as parlé d'un sac. On va peut-être encore éviter de citer des marques. Tu parlais d'un sac. Comment tu arrives justement à reconnaître le bon du mauvais? Elle parlait de toucher. Donc le toucher aussi, la soie, le coton et tout le reste. Est-ce que tout ça, c'est des éléments que vous avez tout de suite quand vous arrivez dans une boutique ou bien quand vous devez acheter une chemise? C'est les réflexes qui reviennent tout de suite, Alimatou? Alors, quand on est confronté à la mode comme certaines filles, bon, je cite toujours mon nom, on aime le beau en fait. D'accord. Et quand on aime le beau, il faut forcément regarder, il faut vraiment être vigilante, comme l'a si bien souligné Stéphane. Donc quand on arrive en magasin, on voit un produit qui nous intéresse, la première chose à faire, c'est associer la vue au toucher. Donc on inspecte vraiment, on essaie de voir si c'est la qualité à laquelle on est habitué, parce que si vraiment on connaît
la marque, on connaît le produit, on connaît l'article. Quand on arrive, on va pas venir et choper et hop, payer, s'en aller. Non, non. Ouais. On va rester, on va toucher, on va voir. On va voir si ça ne s'effrite pas parce que moi, avec l'article que je me suis ramené, vraiment, c'était un très mauvais souvenir. Bon, évidemment. Mais parce que ça, c'était la deuxième question, c'est comment on se relève de ça, de ce mauvais souvenir-là. Est-ce que du coup, on devient un peu plus vigilant? Oui, on apprend en fait de la première commande. Personnellement, je regarde si le matériau est vraiment bien fait, si c'est ce qui est proposé dans la description de notre commande. Parce que parfois, quand on vous propose des produits, on vous met la description et tout ce qui va avec la qualité, ainsi de suite, la taille. Tu regardes, est-ce que ça va? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi tu t'attendais? Donc, si c'est ça, tu prends. Sinon, on délaisse et on regarde ailleurs. Donc, premier geste à faire, le toucher et le visuel, les associer, d'accord. Oui. Et les témoignages aussi, c'est très important, surtout sur les sites, voilà. Les témoignages sont très importants. Mais ça, c'est pas forcément. Non, mais elle a raison, parce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre des faux commentaires, des fausses appréciations. Une marque peut même payer des gens pour qu'ils viennent mettre 4 étoiles sur 5, mettre de bons commentaires, alors que en fait, c'est fake, comme je le disais tout à l'heure. Tu viens, tu dis, Stéphane, c'est mon ami, je sors une nouvelle marque. Je lui dis, écoute, tu ramènes 4 de tes potes, je leur donne de l'argent. Et eux, ils vont dire, voilà, l'article est bien, je l'utilise depuis tant de temps et ça fait rien. Alors que c'est totalement faux. Donc, il faut se méfier en fait. Parce que tout ce qui se fait généralement sur les réseaux ou sur les sites, il faut être vigilant. Parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve derrière. Exactement. On voit un bel article, on se dit je vais l'acheter, mais on ne sait pas comment c'est fait, où c'est fait, et il faut rester vigilant en fait, c'est le mot d'ordre. D'accord, c'est Lauriane. Et aussi, il faut savoir s'abonner aux bonnes personnes. C'est-à-dire, si tu as déjà passé une commande sur une personne et que la personne t'a fourni un article très original, donc fidéliser. Voilà, tu restes là. Maintenant, on ne va pas aussi rester dans le cas de seulement en ligne. Il y a aussi en présentiel, je vais au marché, je connais que tel marchand, il m'offre quelque chose de bon, donc je reste fixée. Quand je veux tel article, je sais qu'en allant chez lui, j'aurai toujours l'original, pas du fake. Donc c'est vraiment aussi dans cette affaire d'abonnement, ne pas aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est bien d'oser, aller voir, mais si on arrive et qu'on trouve du faux, on n'y repart plus jamais. C'est vrai, on peut. Est-ce que moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se passe, Féloria, je reste avec toi. Est-ce que tout de suite, quand tu arrives dans un magasin, tu sais pertinemment que c'est du faux, qu'on essaie de te vendre, est-ce que tu le dis tout de suite au commerçant ou bien tu déposes l'article et tu t'en vas? J'ai une expérience avec l'une de mes tantes à la gare, au Gabon, à la gare routière. On est rentré. C'était un grand marché au Gabon. On est rentré chez un monsieur qui vendait des habits, des vêtements. Mais quand je regarde, je dis non, c'est pas possible, c'est du fake. C'est que ça se voyait tellement, même à la vue, que vraiment, on voyait des fils qui pendaient et tout ça. J'ai fait le cinéma maintenant, sortons vite. Il a essayé parce que à la gare, on attrape les gens, il ne faut pas que tu sortes. Il faudrait que l'article soit vendu. Voilà, mais on a réussi à sortir. Donc, pour nous, les femmes, Dieu nous a donné cette aptitude-là, surtout au niveau de la mode, à reconnaître facilement ça, c'est du fake, ça, c'est du bon. Donc, c'est vrai qu'on se trompe souvent, mais c'est assez rare. Vraiment, pour ma part, moi, j'ai du mal à acheter les trucs en ligne. Franchement, moi aussi. J'ai du mal parce que je me dis toujours que est-ce que c'est. Mais en fait, on a l'impression que la première déception, ça part de là en fait, à la base. C'est-à-dire qu'on commande en ligne et puis ce qui arrive, c'est. Je préfère aller sur les lieux, vérifier, je touche, toucher, voilà. Surtout pour les hommes, les baskets. Quand j'arrive, je touche la chaussure. J'aspire parce que le plus souvent, il y a une odeur là, hein. Franchement, il y a une odeur dans la chaussure spéciale. Je sens que ça là quand même, bon, voilà. Ah ouais, Stéphane, il va très loin. Lui fait appel à tous les sens. Oui, franchement. C'est pourquoi j'ai pas de vigilance. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord. Mais revenons un petit peu, Sam. C'est vrai qu'on parle de produits contrefaits, on parle de la contrefaçon, mais on a l'impression qu'en fait, ça ne dérange pas beaucoup de personnes. Au contraire, ça arrange un peu certaines personnes d'aller acheter un peu ces produits-là. À partir du moment où il y a un marché qui existe par rapport à ça, donc en fait, la contrefaçon n'est pas forcément une mauvaise chose, Sam. Oui, bon, moi, personnellement, par rapport à les produits qui touchent au corps, c'est-à-dire, par exemple, les crèmes,
Ça, c'est un peu plus, sensible. Voilà, ça c'est plus sensible. Mais sinon, les vêtements et tout, moi, j'ai pas vraiment de problème pour ça. Tant que c'est là, je veux juste m'habiller en fait. Tant que c'est joli. Voilà, je ne suis pas vraiment méticuleuse sur ce genre de choses. Mais est-ce que tu es du genre à te braquer si un connaisseur te fait une remarque en te disant, ah tiens, par exemple, ton pull, c'est très joli, mais ce n'est pas... C'est vrai qu'on reçoit tout le temps ce genre de compliments. Deux fois, les personnes qui s'avancent dans ça, ils arrivent à le dire sous un ton ludique. En général, c'est une blague, mais ça a tendance à un petit peu à vexer. Voilà. On a l'impression qu'en fait, tout de suite, on est un peu catégorisé. On nous range dans des cases comme ça, où ceux qui s'habillent avec des produits de contrefaçon et ceux qui s'habillent avec... voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir ce genre de compliments? Non. Mais bon, si on me fait un compliment comme ça, forcément, ça va me faire mal. Mais au fond, bon... Moi, je veux juste m'habiller en fait. J'ai pas forcément le temps de regarder. Ouais, enfin, toi, tu t'habilles seulement. Moi, je fais beaucoup plus attention à tout ce qui concerne la peau, le visage. Voilà. Sinon, le reste, pour moi, franchement, c'est pas vraiment important. L'essentiel, c'est de l'avoir sur le corps, de s'habiller. Mais vraiment, si tu payes quelque chose, si tu payes cher pour avoir quelque chose de contrefait. Voilà, c'est là où ça peut te faire mal parce que tu as payé cher pour avoir du vrai. Mais là, quand même, tu peux prêter attention à ça. Mais sinon, si c'est juste pour... Mais Félorie, avant de te laisser rebondir, Alimatou, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, par exemple, en Occident, il y a des professionnels. Je pense que même la tendance, ça commence à s'installer un petit peu en Afrique. Il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont payés uniquement pour vous aider, vous, dans vos courses, à reconnaître le produit de bonne qualité, de la contrefaçon. Quelle appréciation fais-tu d'une telle initiative aujourd'hui? C'est même considéré comme un nouveau métier, parce qu'ils en sont payés pour ça. Effectivement. Quelle appréciation fais-tu de ce nouveau métier, entre guillemets? Alors, c'est à saluer pour ma part. Ouais. Parce que vraiment, comme l'a souligné Sam, quand on paye cher pour un produit, on s'attend à de la qualité. On ne peut pas payer cher pour de la marque. Pour certaines frimeuses comme moi qui s'attardent vraiment sur... Merci pour la confidence. D'accord. Pour certaines frimeuses vraiment qui s'attardent sur la mode, sur comment elles sont habillées, est-ce qu'elles sont bien mises et tout. Ça ne fait pas vraiment plaisir d'être bien habillée, de considérer qu'on est bien mise, comme je le dis si bien, et aller qu'on nous fasse des remarques, même si c'est un ton ironique, qu'on vous fasse savoir que ce que vous portez, c'est de la contrefaçon. Et généralement, c'est quand c'est à votre insu. Vous pouvez porter le vêtement si vous n'êtes pas connaisseur. Et qu'une personne connaisseuse de la chose vous dise que ce que tu portes là, écoute, c'est pas de la qualité, c'est de la contrefaçon. Ça peut faire mal. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à identifier le faux du vrai, c'est vraiment quelque chose de formidable. D'accord. Mais toi, avec tes aptitudes aujourd'hui, parce que toi, Steph, il fait appel à l'odorat. Donc, toi, tu fais appel au visuel et au toucher. Est-ce qu'avec l'expérience que tu as aujourd'hui, un petit peu les expériences malheureuses aussi, il faut le souligner, que tu as subi aussi, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable, par exemple, d'orienter, de jouer ce petit rôle-là auprès de tes copines, auprès de tes sœurs? Est-ce que ça t'arrive parfois d'accompagner tes copines, faire des courses, du shopping et de dire « Ah, fais attention à ce produit-là, ça ne m'inspire pas confiance ». Alors, je suis très adepte du shopping. D'accord. Généralement, j'accompagne des amis ou bien des cousines faire leurs courses, s'acheter de nouveaux vêtements pour des événements ou autres. Donc, je suis très joyeuse de les accompagner et d'être sollicitée quand elles me demandent si ça c'est du vrai ou bien du faux, si c'est de la qualité ou pas. Quand il faut répondre oui, il faut répondre oui. Parce que je m'y connais un tout petit peu quand même. Ma sœur est dans la mode, elle est styliste. D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie-Thérèse Gundo. D'accord, qu'on salue au passage. On la salue au passage. Ok. Non, sinon elle va se fâcher, la grande sœur, quand elle va te regarder là, la télé elle te regarde et puis elle te dit ah tiens mais elle passe en ce moment à la télé, elle ne me salue pas. Donc, bon, elle s'y connaît vraiment en mode avec sa marque Tar Woman. Elle nous donne en fait certaines capacités à reconnaître le vrai du faux. Et c'est très important, vraiment. Ça nous permet de ne pas jeter notre argent par la fenêtre. Vraiment, surtout ça, c'est surtout ça. À plus de 10 000 francs, alors que ça ne vaut même pas 500 francs, ça fait vraiment mal en fait. Bah oui, tu aurais pu faire des économies déjà. Voilà, on aurait pu économiser énormément d'argent et s'acheter autre chose. Donc, c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pendant nos courses et qui sait reconnaître les bons produits des mauvais. D'accord. Bon, écoute, Sam,
Bah écoute, voilà, Alimatou à côté, elle a de l'expérience au cas où tu aurais besoin de ses services. Hein. Elle te fera des tarifs après, évidemment. Féloria, on revient vers toi. Effectivement, tu avais un point sur lequel tu voulais revenir. Petit point par rapport à la contrefaçon. Je voulais dire qu'il y a certaines personnes que la contrefaçon aide. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des produits contrefaits qui sont équivalents à leur prix, aussi bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent peut-être porter telle marque, mais ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il y a la contrefaçon qui est là, qui peut leur permettre un peu de donner un peu d'estime à leur ego. Ils savent au fond que c'est de la contrefaçon, mais juste le fait de voir la marque, peut-être le nom, avec la petite communauté dans laquelle il est, ils se sentent un peu importants. Bah, c'est surtout que si tu arrives avec ce produit de contrefaçon et que tu es en face de toi, en fait. voilà, il n'y a pas des gens qui connaissent. Effectivement. Évidemment. C'est la condition en fait. Voilà. Il faut être dans un milieu où les gens ne connaissent pas vraiment le produit. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Il y a toujours un petit connaisseur à côté ou bien... Tout le monde est un peu connaisseur des choses, donc c'est un peu compliqué. Après, si on, par exemple, si aujourd'hui je m'achète des vêtements à Dakar, je vais au village, les gens verront, ils diront tout ça, c'est de la marque, elle nous a acheté de la marque, quel puisse être le prix. C'est vrai que ça aide beaucoup de personnes. Généralement, ici à Dakar, ça peut aider énormément de gens qui ont envie de... un peu d'effleurer leur ego et qui n'ont pas les moyens. Donc, ça aide beaucoup. Bah c'est le cas aujourd'hui dans les téléphones aussi, quand on est en train de citer les marques. Oui, beaucoup aujourd'hui sont... Nos frères asiatiques, qui pensent à toutes les classes sociales. Donc, voilà. Justement, personne n'est exclu maintenant. Voilà, personne n'est exclu. C'est vrai on a tendance à tirer un peu à boulet rouge sur eux, mais effectivement, comme Féloria l'a dit, c'est qu'en fait, ils offrent la possibilité à tout le monde de pouvoir se procurer... Ça a un peu son côté positif. Voilà, un peu. Il ne faut pas toujours leur jeter des pics. Il faut savoir qu'ils font un peu la part des choses pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce qu'ils veulent. Oui. Donc, c'est très important quand même. Il ne faut pas tout le temps dénigrer la contrefaçon. Voilà, c'est vrai que parfois, ça laisse à désirer. Bon, c'est généralement le cas, mais dans 20% des cas où on en échappe, ça peut Non, mais c'est surtout qu'à partir du moment où les produits sont là et qu'il y a des acheteurs, ça veut dire qu'il y a une cible. Et s'il y a une cible, c'est qu'il y a une demande. Donc évidemment qu'aujourd'hui, quand on parle même de marché de la contrefaçon, parce que ça existe, si les gens y vont, parce que quelque part, ils y trouvent leur compte. Les amis, on fait un tour de table, vite fait, avant de se dire au revoir. Alors, Alimatou, toi, tu as la chance d'avoir la grande sœur qui soit dans le domaine de la mode, donc qui arrive facile. Mais comment ça se passe, le processus? Est-ce que tu vas vers elle, ou bien te dit Alimatou, par exemple, oui, écoute, là, la chemise que tu as achetée, c'est pas la bonne chemise. Hein. Pourquoi? Parce que le tissu n'est pas ceci, le tissu n'est pas cela. Ou bien, avant toi d'acheter un produit, tu regardes un petit peu le produit en ligne et tu montres à la grande sœur. Comment ça se passe? Je veux dire, comment elle arrive à t'apprendre à reconnaître le bon du faux? Alors, j'aimerais d'abord la saluer parce que... Une deuxième fois, oui. Encore une deuxième fois, ça gâche rien. Bon, elle est vraiment là pour nous en fait. Parce que j'ai une autre grande sœur, elle c'est l'aînée, donc elle s'est tout de suite lancée dans la mode depuis maintenant très longtemps, depuis plus de 15 ans, elle s'y connaît. Donc quand j'ai des problèmes par rapport à un vêtement, elle me recale même. Parfois ça peut me frustrer, mais après je me rends compte que c'est pour mon bien. Parce que elle sait reconnaître le vrai du faux. Donc parfois je vais vers elle, picorer certaines informations par rapport aux qualités, par rapport à la matière et autres. Parfois aussi, avant d'acheter ou bien avant, elle nous accompagnait faire nos courses. Donc, c'est elle qui reconnaissait facilement si c'était le vrai ou bien le faux. Ouais. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous de s'acheter de la bonne qualité sans pour autant dépenser trop d'argent aussi. Parce que on n'est pas peintre, mais on n'est pas non plus dépensier. Il faut savoir gérer ses moyens. Et elle s'y connaissait bien. Donc, je l'en remercie. Et c'est très important. Moi, j'ai picoré 2-3 informations grâce à elle. Et voilà, la mode, ça va quoi. Mais c'est surtout que c'est vaste aujourd'hui et c'est un monde aussi qui est envahi de contrefaçon aujourd'hui. Féloria, alors toi, tu te débrouilles plutôt bien. Au vu de ce que tu nous as dit sur ce plateau, tu arrives facilement du coup tu arrives facilement à reconnaître et tout. Mais je veux dire, mais comment ça se passe? Et également le processus, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as envie de léguer à tes petites sœurs pour éviter justement l'aspect un peu trop dépensier? C'est-à-dire que
comme Samantha l'a souligné, ce qui fait mal, parce que quand tu achètes un produit et quand on arrive à te dire, bah écoute, le produit que tu as acheté, c'est même pas la moitié ça coûte 500 francs, mais toi tu l'as acheté à 15 000 francs par exemple. Donc là, on dépense énormément. Est-ce que toi également, tu es dans l'optique, à l'image de Alimatou et sa grande sœur, de léguer un petit peu ces secrets-là? En vrai, j'ai pas encore eu l'opportunité de parler mode avec ma petite sœur. D'accord. Mais si j'ai l'opportunité d'aller au marché, d'aller dans les magasins avec elle, naturellement, lui montrer quelques astuces, comment savoir si un vêtement est bon, pas le toucher, sentir est-ce que c'est vraiment du coton et tout ça. Ah, mais ça prend du temps tout ça? Ça prend vraiment du temps. On comprend pourquoi. Je pense qu'il y a des périodes. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je ne suis pas axée forcément dessus. D'accord. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas mis pour ça. Donc, je vais au marché, il me faut juste quelque chose de présentable et de beau. Je ne m'intéresse pas forcément à l'âme. Mais plus tard, avec des moyens et avec la maturité, je pense que je prendrai plus de temps aussi de voir ces différentes... Est-ce que Stéphane, quelque part, tout ça est en train un petit peu de nous désociabiliser? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être accepté, entre guillemets, dans la société, il faudrait... Comme l'a souligné Feloria, elle aspire plus tard à acheter des vêtements de marque. Est-ce que aujourd'hui les vêtements de marque, les vêtements originaux ont tendance un petit peu à nous catégoriser? Ben oui, dans la société, parce qu'aujourd'hui, regardez les jeunes, lorsque tu n'as pas une marque, voilà. Une chaussure de marque, une basket de marque, voilà, en général. Ouais. Vous êtes un peu dissocié aux autres par ceux qui ont un peu plus de moyens. Donc aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, ça dissocie beaucoup les jeunes. Et le danger se trouve où exactement à ce niveau-là pour les jeunes? C'est quoi? C'est d'aller malheureusement voler? C'est quoi? C'est le danger? Oui, ça, ouais, justement, ça peut amener les jeunes à voler, à faire n'importe quoi, voilà, et pour s'acheter une paire de baskets ou un t-shirt, voilà. À se créer une vie surtout. Créer une vie, voilà, une vie qui, pour se faire accepter. Et la plupart des jeunes même le font, c'est ça. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, franchement. D'accord les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va faire un tour de table vite fait, histoire de saluer. Alors, tu as déjà salué la grande sœur. Samantha, tu veux saluer papa? Oui, papa. Papa, c'est Samuel. Samuel, là. Ok, d'accord. Depuis le Tchad. Depuis le Tchad, d'accord. Mais tu peux le saluer? Tu peux saluer papa? Papa Samuel depuis le Tchad? C'est fait? Oui, c'est fait. D'accord. Non, parce que là, j'ai salué à ta place. Mais bon, le message est passé. Feloria? Moi, je salue ma mère. Bisous. D'accord, elle s'appelle comment? Ginette. Maman Ginette. Maman Ginette. D'accord, depuis Libreville. Ma petite sœur Esther. D'accord. Stéphane? Moi, c'est maman Rosine, dame brave, inspecteur de sport au Gabon. D'accord. Ah ouais, ta maman, elle est dans le domaine du sport? Ah oui, c'est... Ok, mais pas la natation, pas de natation. Non, pas de natation en tout cas. Bon, ok, voilà. On salue maman en tout cas. Oui. Et en tout cas les amis, merci d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que nous avons reçu évidemment Samantha, diplômée. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça a été un plaisir également de te recevoir à Alimatou, tu reviens quand tu veux. Génération News évidemment, c'est votre maison, c'est la famille, tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Feloria, c'était un plaisir de te recevoir. Stéphane, pareil, plaisir évidemment de te recevoir sur ce plateau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.